Ok, bon, je propose qu'on commence avec ceux qui sont là. Alors, quand je vois les utilisateurs, c'est que des gens qui connaissent la Falcon, donc ça sert à rien que je fasse le pitch de la Falcon. Euh, si ce n'est, si ce n'est donc, on est sur le deuxième Fail Monday. Donc, pour rappel, trois événements, trois lundis de suite, 18h30, 19h30. À chaque fois, un binôme qui est interviewé. On a eu la semaine dernière deux cofondateurs, Victor et Grégoire, qui avaient cofondé Mans et qui ont dû liquider leur entreprise. Aujourd'hui, on a un binôme, et je vais vous expliquer, c'est un peu particulier. On a un binôme de fondateurs et investisseurs avec Jérémy, qui est avec nous en live ce soir, et avec Stéphanie, qui n'est pas avec nous en live ce soir, pour des questions de garde d'enfants, tout bêtement. Et donc, l'interview qui a été réalisée par Ariana a été préenregistrée un petit peu plus tôt. Et donc, on va diffuser le flux vidéo de l'interview. Donc, c'est la première. On est sur une première, en fait. Pendant l'interview, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Jérémy pourra y répondre. Alors, Stéphanie ne pourra évidemment pas y répondre puisqu'elle n'est pas là, mais donc posez pas des questions pour Stéphanie. On pourra lui transmettre plus tard éventuellement, mais elle ne pourra pas y répondre en live. Et l'interview dure 37 minutes. Donc voilà, c'est un peu long, mais vous allez voir, c'est passionnant. J'ai déjà eu l'occasion de la voir, j'ai ce privilège-là. Et ensuite, en fin d'interview, Jérémy et Ariana vont revenir sur scène pour répondre à quelques questions en live. Et ensuite, on se garde un quart d'heure pour faire du réseautage en live. C'est la petite icône réseautage que vous avez sur votre écran à gauche. Cliquez pas dessus, sinon, sinon vous allez sortir de la session. Je vous expliquerai comment ça marche. C'est super sympa. On reproduit le fait de se promener avec un verre dans le buffet à la fin de la conférence. Et par contre, il faut que chacun est responsable de son verre. C'est la seule différence. C'est que la Falcon ne fournit pas les verres. Dernier petit point avant qu'on lance la vidéo. On va donc on va vous mettre un lien là dans le chat. C'est Ariana qui va le faire normalement. Ce lien-là, c'est le lien d'une cagnotte sur Hello Asso, sur lequel vous pouvez vouloir, si la session de ce soir vous plaît, mettre un petit billet, une petite pièce dans le chapeau. C'est le principe, on est au chapeau. Hein. On n'a pas de. Alors, la Falcon, c'est une association animée par des bénévoles. Et donc, pour payer nos faux frais, on fait passer le chapeau. C'est vraiment cette logique-là de dire si ça vous plaît, faites comme dans les musées anglo-saxons, mettez une petite pièce à l'entrée. Voilà, je vois qu'Ariana a mis le lien. Donc, on va commencer maintenant. Je vais lancer la diffusion de la vidéo. Posez vos questions dans le chat. Et, très bon choix. Et posez vos questions dans le chat. Et moi, nous, on remonte sur scène dans 37 minutes quand la vidéo est finie. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite aussi. Alors, rebonjour à tous les deux. Donc, je vais vous présenter. Je vais commencer par Stéphanie, du Chênois. Donc, après avoir suivi une formation commerciale, tu as débuté ta carrière professionnelle dans le marketing de produits de grande consommation au sein des groupes Mars et McDonald's. Puis, en 1999, tu cofondes la société DGTEL, qui est une agence de conseil digital, comme son nom l'indique presque, avec une expertise en solutions innovantes comme l'UX design, l'IoT, donc l'Internet of Objects, ou encore l'e-santé. Et en parallèle, tu finances et tu accompagnes des startups, notamment via Paris Business Angels, que tu présides jusqu'en 2019. Et pour terminer, tu as vendu son entreprise DGTEL l'année dernière au groupe TES. C'est bien ça. C'est bien ça, super. Jérémy Taglia, je passe à toi. Donc tu as étudié à Grenoble École de Management, très bon choix, et tu as obtenu ton diplôme en 2001. Et à l'époque, tu avais déjà un intérêt pour l'entrepreneuriat, les technologies et l'innovation. Tu passes environ 10 ans dans le conseil, dans de grandes entreprises comme Accenture ou Capgemini.
mais tu es ce qu'on appelle un multipotentiel, c'est-à-dire que tu as la capacité d'exceller dans plusieurs domaines et il était difficile de t'épanouir dans ce type de société qui privilégie les spécialistes. Jusqu'à là, ça va? C'est parfaitement ça. Ok, donc je continue. On retrouve dans cette description. Et donc, c'est en prenant la direction de la startup Web2M que tu réalises que l'entrepreneuriat est fait pour toi et que tu n'as pas envie de quitter ce monde-là de sitôt. Donc, tu confondes ta première entreprise en 2011 qui s'appelle Attentive Ads. Et j'en profite pour te poser la première question. En quoi consiste ce projet? Alors, Attentive, on a choisi ce nom d'entreprise parce qu'on avait pour objectif de travailler sur le marché de la publicité. Mais notre produit s'appelait Catch Me If You Can. En fait, je reviens un tout petit peu en arrière. Moi, je cherchais une idée à produire. Je ne suis pas ce qu'on appelle un inventeur. Je suis quelqu'un qui sait, je pense, m'accaparer des informations, des données, des connaissances, essayer de le retransformer à ma sauce et d'en faire quelque chose de construit. Donc, je cherchais une idée à reproduire à l'étranger et j'avais identifié aux États-Unis cette idée de captcha publicitaire qui avait le mérite d'allier un nouveau marché que je ne connaissais pas, celui de la publicité en ligne. Et aussi quand même de me permettre de capitaliser sur des connaissances technologiques que j'avais acquises au cours de mon parcours dans ces grandes SS2I, ces grandes sociétés de conseil techno. Le captcha, je vais en parler un tout petit peu parce que c'est peut-être pas évident aujourd'hui. Les gens en croisent assez souvent sur Internet, la plupart du temps sous la forme d'une petite case à cocher qui est fournie par Google, c'est ce qu'on appelle Google Recaptcha. Le but de cet outil-là, c'est de vérifier qu'il y a un humain derrière l'écran de son PC et donc de laisser la personne humaine poster un commentaire, participer à un jeu concours, ce genre de choses. Il y a 8 ans, quand j'ai créé Activad et donc Catch Me If You Can, ce n'était pas exactement le même produit. C'était, pour rappel, des textes illisibles qu'il fallait recopier pour pouvoir justement prouver qu'on était un humain et aller plus loin dans son parcours d'internaute. Donc nous, on était parti de ce type d'outils. On avait réussi à avoir une technologie qu'on avait développée en propre qui nous permettait de savoir qu'il y avait un humain derrière son écran en fonction de son comportement et pas sur le besoin qu'il recopie quelque chose d'illisible. Et du coup, on mettait de la publicité dans ces captchas puisqu'on avait un instant où l'internaute était complètement focus sur cette zone de l'écran. Et voilà, c'était le moyen qu'on avait trouvé pour monétiser ce type d'outils. Donc, tout a commencé par ce produit-là, donc vraiment un produit publicitaire sur des espaces, des zones particulières et des sites Internet. Alors, qui dit projet et qui dit échec, mais je pense que c'est vrai aussi dans les succès, il y a eu quelques pivots successifs qui nous ont amenés petit à petit à aller sur un vrai pivot qui était celui de la publicité programmatique. La publicité programmatique, c'est ni plus ni moins que un des gros bouleversements de ces dernières années qui consiste à faire des enchères en temps réel, en fait. Là où avant, tu achetais de la publicité sur lemonde.fr, tu voulais acheter le bandeau en haut de la page pour X jours, X mois, X internautes, on se mettait petit à petit à afficher une publicité en temps réel en fonction de qui était devant l'écran à ce moment-là. Et quand je dis en temps réel, tout se passe en temps réel. C'est-à-dire qu'à un moment, tu arrives sur le site du Monde, le Monde va interroger sa régie dit je connais cet internaute, c'est peut-être Ariana, en tout cas c'est une femme de tel âge, je vais le proposer à telle et telle marque, la marque va dire ok j'en chéris, et on affiche in fine la pub sur le site, tout ça en quelques millisecondes. D'accord. Ça a été notre dernier pivot, sachant qu'on a quand même toujours gardé le CAPTCHA dans nos produits. C'était un petit peu le fil conducteur des différents retournements entre guillemets qu'on a connus dans la société. Et voilà. D'accord. Et une question pour tous les deux. Est-ce que vous pouvez me parler de votre rencontre? Stéphanie, si tu veux commencer. Oui, je m'en souviens. C'est en fait, Jérémy est venu pitcher son projet chez Paris Business Angels. Et donc, l'organisation de Paris Business Angels, c'est tout simple, hein, comme dans beaucoup d'associations de ce type ou de fonds d'investissement. On organise des réunions de pitch au cours desquelles on laisse 5 minutes de temps de parole à un entrepreneur qui vient nous présenter son projet, à l'issue desquelles on lui pose des questions. Et s'il nous a convaincus, eh bien,
on organise avec lui, avec un petit groupe d'investisseurs, on organise avec lui des réunions de travail pour creuser l'intérêt du projet et voir si notre collectif souhaite investir dans le projet. Donc, c'est là, lors de ce pitch que j'ai rencontré Jérémy, et moi, il m'a convaincu. Son projet m'a convaincu et Jérémy m'a convaincu qu'il était la bonne personne pour le conduire. Donc, je me suis portée volontaire pour justement creuser le projet. Et puis, comme au fil des réunions de travail qu'on a faites ensemble, eh bien, l'intérêt pour le projet se confirmait, eh bien, j'ai proposé à Jérémy de le représenter chez Paris Business Angels pour investissement cette fois. Et il a convaincu une dizaine de personnes, une dizaine d'investisseurs de l'accompagner financièrement dans l'aventure. D'accord, quand même. Et toi, Jérémy? Alors, la rencontre, Stéphanie l'a illustré. Moi, je reviens un tout petit peu en arrière, en fait, parce que moi, mon parcours, du coup, n'avait pas commencé là. C'est-à-dire qu'on avait passé, nous, un peu plus de 2 ans à développer le produit, à commencer à avoir un petit business, à faire tourner certaines choses, et puis aussi à aller un peu à la rencontre des investisseurs. Alors, pas spécialement pour aller à la rencontre des investisseurs, mais parce que c'était un moyen pour nous aussi de gagner en visibilité et puis d'être un petit peu connus sur le marché. Sachant que même dans le marché de la pub, c'est bien d'être connu et de faire parler de nous avant d'aller frapper à la porte des clients. Donc en fait, nous, on avait participé à un certain nombre de petits concours, des concours de pitch ou des concours divers et variés. Notamment, on avait remporté un concours qui nous paraissait assez important, qui est organisé par le Sénat et l'ESSEC, qui nous avait permis de passer une journée entière au Sénat à présenter notre produit, notre projet, nos idées, nos personnes aussi. Et donc, bref, tout ça, ce grand parcours m'avait permis de consolider mon envie de lever des fonds. Alors, j'avoue que c'est un peu un parcours préconçu que j'avais de l'entrepreneuriat de toute façon. Donc ça, j'étais assez convaincu sur le sujet. Là, en revanche, ce que je n'avais pas perçu au départ et ce que j'ai vraiment acquis comme… j'étais persuadé à l'issue de ce petit parcours de 2 ans de rencontre des investisseurs, c'est que je ne voulais pas que n'importe qui investisse chez nous. Alors, que n'importe qui investisse chez nous. C'est-à-dire que je voulais faire les bonnes rencontres, trouver les bonnes personnes, trouver vraiment des gens qui ne donnent pas juste un chèque, mais aillent un peu plus loin. Moi, dans mon envie d'entrepreneuriat, il y avait aussi une envie collective. C'est un trait de caractère que j'ai de toute façon que de jouer collectif et j'ai besoin d'avoir des gens autour de moi, j'ai besoin de ne pas être seul, j'ai besoin d'emmener des gens dans l'aventure. Et donc, bref, j'avais compris qu'il fallait que je trouve la bonne personne pour me donner envie de plus loin avec elle sur le projet de lever des fonds. Donc, la rencontre en elle-même, Stéphanie en a parlé, effectivement. Il y a eu un petit pitch à la fin duquel elle est venue me parler parce que quand tu pitches, tu as un certain nombre de personnes devant toi et c'est des gens relativement inconnus. Stéphanie, de l'autre côté, elle avait qu'une personne qui pitchait à ce moment-là, mais elle n'a pas vu que moi ce jour-là. Il y a eu plusieurs pitches d'affilée. Et bref, quand Stéphanie est venue me voir pour me faire part de son intérêt, le reste s'explique. Il y a un moment où tu ressens que ça peut être la bonne personne, qu'elle correspond un peu à tes valeurs, à tes envies, à tes façons de voir les choses. Déjà, elle a montré un réel intérêt pour le projet. C'est-à-dire que quand elle est arrivée là, je suppose que le CAPTCHA, elle n'y connaissait pas grand-chose et c'est par mon premier pitch qu'elle en a perçu des choses, mais en tout cas, elle a posé des questions tout de suite pertinentes. Là où la plupart des investisseurs que j'avais rencontrés avant se bornaient à poser des questions sur vous en êtes où, vous avez besoin de combien, qu'est-ce que ça va rapporter, etc. Stéphanie, elle est creusée des sujets qui m'intéressaient beaucoup plus. Et puis, je crois aussi simplement, je te dis, une rencontre de personnes, de personnalités, parce que c'est assez modeste dans son apport. Là, elle nous dit qu'elle a organisé des petites réunions de concertation avec d'autres personnes chez elle, mais je pense que vous ne vous rendrez pas compte dans ce simple discours, dans cette simple vidéo, à quel point le travail levée de fonds est vraiment un travail main dans la main entre l'investisseur qui lead le projet, Stéphanie, et l'entrepreneur qui lead le projet d'entreprise. Stéphanie a passé des heures et des heures avec moi. Il y a des moments où je me suis demandé comment je faisais pour ne pas se lasser, de me faire répéter mon pitch pour l'amener vraiment quelque part. Et je peux te dire que le final, celui qui nous a permis de lever des fonds, de convaincre ces dizaines de personnes chez Paris Business Angels, ce pitch-là est complètement différent du pitch initial. Et ça a été un travail qu'on a vraiment maturé à deux. C'est-à-dire que Stéphanie était la bonne personne pour me pousser dans mes retranchements, me poser les bonnes questions, m'amener vraiment là où on devait aller pour être capable de lever ces fonds-là. Ok.
faut rappeler aussi qu'en parallèle, on était avec Georges Viglietti, de la plateforme WeFund, puisque c'était une levée conjointe avec cette plateforme dont Paris Business Angels est partenaire. Et c'était intéressant comme complémentarité dans la levée de fonds d'associer en fait un réseau de Business Angels et à une plateforme de crowdfunding, parce que les méthodes de levée ne sont pas les mêmes. Et je pense, Jérémy, que tu avais aussi un travail à faire, un double travail de présentation et de formalisation de ton projet à destination d'un public investisseur type BA et également à destination d'une foule d'investisseurs via une plateforme de crowdfunding. Et je pense que c'était un travail qu'on a fait à trois aussi avec Georges, qui était vraiment intéressant, parce que dans la conception, l'élaboration de la présentation du projet, il y avait cette articulation plateforme de crowdfunding et réseau de BA qui était intéressante. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que ça a apporté des choses sur le projet. Enfin, cette partie crowdfunding a apporté une dimension supplémentaire dans le travail de recherche et d'analyse que j'ai fait pendant le processus de levée de fonds, parce que ça nous a permis d'aller beaucoup plus loin dans le discours grand public et vraiment d'aller chercher des gens qui, au départ, n'ont pas forcément une carrière d'investisseur, entre guillemets, et qui rentrent plus par la petite porte. Mais même là-dessus, j'ai envie de dire, alors là, c'était presque de la chance, entre guillemets, c'est-à-dire que Georges, j'avais le même feeling aussi avec Georges, en fait. Et Georges, je l'avais croisé déjà avant sur d'autres événements. Alors, c'était que je me disais, voilà, c'est super, il est sympa, c'est cool, on accroche bien. Si on peut un jour faire quelque chose ensemble, ce serait génial. Sauf qu'à l'époque, je me disais que le crowdfunding ne suffirait peut-être pas à la levée qu'on voulait faire. Ce qui est probablement une erreur aussi d'ailleurs, hein, soit dit en passant. Mais en tout cas, j'avais aussi envie, moi, d'avoir ces business angels, ces investisseurs professionnels. Et bref, Georges aussi, c'était une rencontre. Et il m'a aussi accompagné énormément sur le projet, y compris jusqu'à la fin. Mais comme tu as été présente aussi jusqu'à la fin, c'est-à-dire qu'on on va en reparler, je pense, juste après. Hein. Si on parle d'échec, c'est parce qu'à un moment, c'est aller jusqu'à déposer le bilan. Et à ce moment-là, on peut se sentir très seul. J'avais même aussi des gens comme toi ou Georges qui ont pu m'accompagner sur certaines de ces étapes et permettre de dédramatiser un petit peu la situation à ce moment-là aussi, parce que c'est bien de ne pas se sentir seul dans ces moments plus difficiles. J'en profite pour Même sauter. si votre présence est très importante aussi dans les bons moments, parce que c'est tout un plaisir que de partager les petits succès aussi avec d'autres personnes qui ont une réelle envie de faire avancer le projet. Et moi, personnellement, de nos rencontres, celle avec Stéphanie et celle avec Georges, ce que je retiens, c'est vraiment ce plaisir de travailler ensemble, ce plaisir de partager des succès, et puis ce petit bonheur de ne pas être seul au moment de l'échec aussi. Et justement, j'en reviens à la question de l'échec. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quelles sont, selon vous, les causes de l'échec et comment vous l'avez vécu? Si tu veux commencer, Jérémy. Alors, les causes de l'échec, je pense qu'il y en a plein. Il y a probablement un facteur qui, en tout cas, sur le type de marché que j'adressais moi, a été assez fatal, mais qui venait de plein de raisons différentes. C'est le facteur de la vitesse. Je pense qu'on a été assez souvent trop lent, à la fois dans mon processus de prise de décision, mais aussi dans l'exécution du projet. La prise de décision, c'était un problème de manque de confiance, un problème d'hésitation. Il y a quand même un moment, il faut qu'on se rappelle qu'on est le porteur du projet et que ce n'est pas pour rien, qu'on est là aussi pour prendre un peu le taureau par les cornes et peut-être pas imposer notre vision, mais en tout cas avoir confiance dans les choix qu'on fait et avoir un peu plus d'aplomb pour les porter. Dans l'exécution, plusieurs problèmes qui peuvent un petit peu handicaper la vitesse d'exécution. Alors, déjà, il y a une première chose, c'est sûr, c'est que quand tu as passé 3 ans ou plus, 4, 5, des fois, à développer un produit, forcément, tu finis par y être attaché. Tu as un petit peu de mal à le laisser tomber complètement. Sur ces idées de produits, c'était presque plus mon associé que moi qui avait du mal à se détacher un petit peu de son produit parce que c'était son bébé, hein, il l'avait codé de A à Z, donc un peu de mal à accepter de le laisser tomber. Et c'est là où j'ai envie de dire que ce n'est pas la cause de l'échec du tout, mais c'est quand même aussi hyper important de bien aligner les objectifs de chacun, de bien savoir ce qui est acceptable, ce qui n'est pas acceptable pour tes cofondateurs. Parce que quand tu commences à rencontrer des petits échecs ou quand tu commences à faire des erreurs,
forcément, la situation se crispe un petit peu, tu commences le moral est moins bon. Et c'est là où si tu n'es pas totalement aligné avec tes cofondateurs, ça peut vite devenir très dur psychologiquement et ça te bouffe du temps de cerveau, ça te bouffe de l'énergie que tu devrais, à mon sens, pouvoir mettre ailleurs. Moi aussi, hein, j'étais très attaché au marché sur lequel on voulait travailler, le marché de la publicité. Je pense qu'on a eu peut-être l'occasion de faire de très belles choses en quittant un tout petit peu ce marché ou en tout cas en allant dans une autre direction. Je ne suis pas convaincu que ça aurait amené un succès, hein. Ce n'est pas ça qui a amené l'échec. En tout cas, ça nous aurait permis, franchir du passé nous aurait permis, je pense, d'aller plus vite vers des solutions un petit peu meilleures. Et ce fameux pivot, l'idée d'abandonner complètement le passé pour aller vers autre chose, je pense que ça nous aurait pu nous permettre de rebondir plus vite et mieux. Alors, si je dis ça, c'est aussi parce que au départ, en fait, un truc qui n'a pas joué en notre faveur, c'est qu'on avait un concurrent qui faisait exactement la même chose que nous, qui s'est lancé en même temps que nous sur le marché français, mais qui a levé 15 jours, 3 semaines avant nous. Et puis qui a une levée un petit peu plus importante aussi, et surtout dans sa levée, qui a pu bénéficier du réseau de Free, de site internet, ce réseau qui est assez dingue, pour pouvoir y poser son CAPTCHA. Un autre indicateur quand même, c'est qu'au bout d'un an, il a fait un pivot, mais lui, complet, hein. Il a abandonné le CAPTCHA pour faire autre chose. On aurait dû en tirer plus de leçons. Alors, on a trouvé plein de bonnes raisons pour qu'il quitte ce marché et qu'il nous laisse carte blanche sur ce marché-là. Nous, on s'est dit, cool, il est sur ce marché, on est tout seul, on va pouvoir aller plus vite. Je pense qu'on aurait pu gratter un petit peu plus les raisons qui font que, et en l'occurrence, réaliser simplement que notre ambition de devenir un jour leader sur le marché de la publicité ne pouvait pas passer que par le CAPTCHA publicitaire. On a fini par le comprendre, hein. On a fait un pivot qui était vraiment intéressant sur la publicité programmatique, hein, je vous en ai parlé tout à l'heure, mais on n'avait pas été assez rapide. Même sur ce marché, quand on a pivoté, on était encore une fois les suiveurs. On n'était pas le premier à aller dessus. Et ce n'est pas tant la prime aux primo-accédants, parce que Facebook était le premier réseau social qui existait, hein. C'est eux qui ont tiré leur épingle du jeu. Mais en tout cas, on a petit à petit eu, de mon point de vue, un peu cette psychologie de courir derrière le marché et de ne pas le devancer. Je pense qu'il aurait été meilleur pour le projet d'identifier ce qui pouvait vraiment nous porter en avant et nous amener vers d'autres choses. Alors, je ne sais pas si tu veux que je complète encore un petit peu, que j'en dans le détail. Il y a plein d'autres choses qui sont arrivées, des choses que je crois que tous les entrepreneurs connaissent, même ceux qui sont à succès. Donc, c'est sûrement pas les causes de l'échec, mais le recrutement, c'est un truc difficile. C'est incroyable. Quand tu es petit, quand tu n'as pas une marque employeur forte, recruter les bonnes personnes, c'est une tannée. Moi, j'avais quelqu'un qui doutait. Je vous l'ai dit, je manquais de confiance en moi à cette époque-là. Donc, j'avais en plus besoin, pour me rassurer, d'aller chercher des gens un petit peu seniors, ce qui n'est pas forcément une très bonne idée quand tu veux voter par la suite, hein. Ça t'apporte énormément de choses, mais c'est des gens qui sont peut-être un peu moins malléables que des gens plus jeunes. Je me rappelle que Stéphanie m'a beaucoup répété d'aller chercher des gens plus frais sur le marché. Moi, j'avais très peur. J'avais du mal à me lâcher complètement là-dessus. Je pense qu'elle avait encore une fois totalement raison sur ce genre de choses. Bref, tout ça pour dire que… C'est normal, je suis une vieille dame. Non, alors pas du tout. Mais tu m'avais dit chercher des jeunes. On n'était pas vieux, ni toi ni moi, hein, mais tu me disais va chercher des jeunes, des gens qui sont frais, qui n'ont pas une idée préconçue de ce que tu vas faire. Et moi, j'étais peut-être plus rassuré par des gens plus mûrs. J'ai eu les deux dans mes équipes, mais c'est vrai que ceux qui ont le plus apporté au projet, c'était ceux qui n'avaient pas d'idée préconçue, ceux qui vraiment arrivaient avec des idées de je viens de sortir de l'école, il y a plein de choses qui passent sur le marché. C'est des apports hyper intéressants, quoi. Et Stéphanie, qu'est-ce que tu en penses? Moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Jérémy. Je ne vais pas paraphraser. Je voulais dire quand même qu'on a coutume de dire chez Paris Business Angels qu'à chaque fois qu'un projet échoue, c'est un problème de personne. Et c'est la raison pour laquelle, lors du pitch, on s'attache beaucoup plus à la personnalité des entrepreneurs, à la complémentarité de l'équipe, c'est vraiment l'élément essentiel, parce que l'expérience nous montre que très très souvent, lorsqu'un projet n'aboutit pas, c'est un problème de personnes, d'entrepreneurs, d'entente entre les entrepreneurs. Et là, j'ai envie de dire,
Dans le cas d'Attentivaz, dans le cadre de Catch Me, ça n'a pas été ça. Parce que je crois au contraire qu'on avait un excellent binôme avec Jérémy et Pierre. La complémentarité est remarquable. Pierre, techniquement, était parfaitement au point. Comme tu l'as dit, Jérémy avait vraiment développé, et c'est aussi la raison pour laquelle il y était attaché, parce qu'il avait développé ligne par ligne un excellent produit. Je pense en plus que toi, Jérémy, tu avais à la fois la fibre commerciale, mais en plus l'intelligence technique pour comprendre un projet qui était quand même assez complexe et être capable de le packager et d'en faire quelque chose de commercial viable. Donc, je pense que ce n'était pas un problème de personne, un problème d'individu, c'était encore moins un problème de complémentarité entre ces individus. Mais comme l'a dit Jérémy, je crois qu'on a vraiment eu un problème d'exécution, de time to market, de mise sur le marché au bon moment, quand des concurrents qui avaient plus de moyens, étaient sans doute plus agiles, plus rapides, savaient pivoter quand il le fallait. On a eu une espèce de force d'inertie, ce qui est un petit peu paradoxal, parce que quand on est une start-up, qui plus est avec 2-3 personnes, on est justement particulièrement dynamique et réactif. Mais je crois encore une fois que c'est pas facile non plus. C'est toujours facile de le dire a posteriori, ce qu'il aurait fallu faire. Mais quand on est dedans, c'est vrai que a raison aussi de vouloir réfléchir avant de prendre des décisions irréversibles comme un pivot. Et en même temps, il y a des décisions qui doivent être prises très rapidement parce que d'autres prennent avant nous, d'autres qui sentent le marché comme nous. Mais je pense que le problème essentiel qu'on a rencontré, c'est qu'on avait un projet qui, encore une fois, était extrêmement abouti, extrêmement en pointe. D'ailleurs, il a intéressé d'autres sociétés. Je me souviens que tu avais été approché à une époque par différentes sociétés qui s'intéressaient beaucoup à la solution. Mais en fait, le marché n'était pas là. C'est-à-dire que, paradoxalement, on avait des clients potentiels qui payaient beaucoup moins cher pour des solutions commerciales qui étaient beaucoup moins affinées, beaucoup moins précises. En clair, on avait là une solution technique qui permettait une hyper-segmentation, mais en réalité, le prix que tu payais pour avoir un panel de contacts qualifiés était plus élevé que si tu achetais en masse un gros pack de contacts absolument pas qualifiés. Donc, on s'était évertué, on s'était échiné à élaborer une solution technique extrêmement performante, mais au final, le prix qui était proposé aux clients potentiels était trop élevé au regard du prix qu'ils pouvaient payer pour finalement faire du marketing sans distinction, faire de la communication sans distinction et au final adresser le même nombre de personnes qui pouvaient les intéresser. Donc je crois que c'est à la fois sans doute une partie peut-être un peu d'entêtement à vouloir à tout prix continuer de proposer ce produit-là alors qu'on sentait qu'il n'y avait pas l'appétence en face ou pas exactement pour ce type de produit, qui a ralenti finalement le développement de la société alors que des concurrents continuaient, eux, d'avancer avec plus de moyens. Mais en plus, je pense que lorsque le pivot a été réalisé, d'autres l'avaient fait avant aussi. Et on arrivait une fois de plus sur un marché qui était un petit peu encombré. Et donc, si je résumais, je me souviens un jour, ça m'a marqué, j'étais à une réunion avec des entrepreneurs et puis un fonds d'investissement qui faisait partie du tour de table, qui à un moment donné était assez challenging, provoquait pas mal les entrepreneurs. Et le représentant du fonds a dit, mais de toute façon, le marché que vous adressez, vous vous trompez, c'est des gens qui n'ont pas d'argent, c'est un marché de clodo. Et c'est une expression qui m'a marquée parce que je pense que tout entrepreneur, lorsqu'il se lance, l'erreur qu'il peut commettre, c'est de dire oui, il y a un marché, oui, il y a des clients, mais est-ce que ces clients-là ont de l'argent et est-ce que concrètement, l'argent qu'ils vont mettre sur la table va rentabiliser mon activité à moi et tout ce que j'ai mis
moi sur la table pour pouvoir vendre cette solution. Et je pense qu'on était sur un marché où il n'y avait finalement pas tant d'argent que ça, qui n'était en tout cas pas prêt à payer à sa juste valeur un service qui est quand même extrêmement pointu. D'accord. C'est juste, hein, je me permets de rebondir un tout petit peu dessus parce qu'en plus, on a adressé vraiment des agences publicitaires qui font un boulot formidable. Je veux pas leur tirer sur le dos, au contraire, mais qui se battaient déjà contre des Google et Facebook, etc., et qui avaient autre chose à faire peut-être que d'aller chercher des nouveaux produits comme ça, vraiment très pointus, comme tu le disais. Je crois qu'on arrive, nous, avec notre candeur et notre idéalisme d'entrepreneur en se disant, voilà, j'ai un truc qui fonctionne mieux que ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc, dans ta peau à toi, tu dis forcément, ils vont adhérer. Et tu tombes in fine sur un marché qui sont déjà confrontés à d'autres problèmes comme Google et Facebook et qui se disent, bah, OK, ton truc fait mieux le taf que ce que j'ai aujourd'hui, mais ce que j'ai aujourd'hui, ça marche, quoi. Donc, il y avait une difficulté pour eux de se remettre en danger sur un nouveau produit, entre guillemets, alors que leur business day-to-day fonctionnait déjà bien et était suffisant par rapport à ce dont ils avaient envie, ce qui rejoint complètement ce que disait Stéphanie sur le côté ils ciblaient moins, mais ils y allaient de façon massive et ça fonctionnait aussi. Donc, ils n'étaient pas prêts à payer pour les qualités supplémentaires de ton produit. Et je pense que c'est une erreur assez souvent commise que de confondre les vraies qualités de ton produit et les qualités pour lesquelles les clients sont prêts à payer. Ok, merci. Du coup, je passe à la question suivante, assez rapidement, parce qu'on est limité en temps. Je le rappelle. On est là. Et en plus, je suis limité en temps par la plateforme aussi. Alors. N'hésite pas à me dire si tu veux que je aille plus court. Hein. Donc, la question qui suit forcément l'échec, c'est le rebond. Peut-être plus côté Jérémy, comment as-tu rebondi? Alors, comment j'ai rebondi? Alors, il y a déjà une phase de reconstruction, entre guillemets, hein, parce que tu ne sors pas complètement indemne d'un échec. C'est-à-dire que j'ai assez mal vécu la fin, moi. J'avais besoin d'un collectif, j'avais besoin de gens autour de moi, comme je te disais, pour m'accompagner sur ce projet. Mais du coup, j'ai aussi embarqué des gens dans mon échec, en tout cas dans ma tête à moi. Et j'avais oublié pendant un petit moment que les gens qui t'accompagnent investissent plus sur des personnes que sur un produit et qu'ils pouvaient avoir quand même en confiance en moi, même si j'avais échoué. Moi, il y a des choses qui m'ont beaucoup aidé sur la fin du projet. Il y a notamment, j'ai eu des investisseurs, plusieurs investisseurs qui sont lors de l'AG du bilan, qui sont venus me voir à la fin en me disant écoute, OK, on s'est planté, mais j'espère que ça ne t'enlèvera pas l'envie d'entreprendre et de continuer. Et ça, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, même si j'ai mis un peu de temps à digérer l'échec. Moi, ce que j'ai envie de mettre en avant, surtout, c'est, avant de te parler du rebond, je pense qu'il ne faut pas avoir peur de se planter, ce n'est pas la mort en fait. Hein. Et surtout, l'échec, on essaie, par le Falcon notamment, hein, de changer un petit peu le regard des gens sur l'échec. Mais j'ai envie de dire, le premier regard important à changer sur l'échec, c'est le regard que toi, tu portes sur toi-même. C'est-à-dire qu'à un moment, l'échec, c'était d'abord dans ma tête. J'avais le sentiment d'échouer, j'avais un jugement très dur du coup sur mon échec. Et je me suis dévalorisé dans ma tête tout seul. En fait, j'ai vraiment porté un regard très dur sur cet échec. Alors que finalement, on apprend beaucoup professionnellement, aussi sur soi. J'ai rencontré des gens formidables, Annie, Georges, plein d'autres autour de moi qui m'ont aidé, moi, à grandir vraiment dans ma carrière. Et voilà. Après, une fois que tu digères un petit peu tout ça, vient le temps du rebond, comme tu le disais. Alors moi, j'ai passé dans un premier temps par mon entourage. C'est bête à dire, mais j'ai retrouvé du jour au lendemain du temps pour mes potes. J'ai retrouvé l'envie de revenir sur ma vie privée. J'ai fait un enfant. Alors, ça c'est un nouveau projet encore. Tu n'as pas le droit de te planter sur celui-là, tu vois. C'est des choses qui me coûtent pas mal. Et puis, in fine, puisque tu parles de rebond, mon boulot d'aujourd'hui, c'est mon associé de l'époque qui m'a ramené sur son projet. Donc, je ne travaillerai pas là où je suis aujourd'hui, je n'apporterai pas autant de choses au projet sur lequel je travaille aujourd'hui si je n'étais pas passé par Attentive Ads non plus. D'accord, merci. Tu voulais ajouter quelque chose, Stéphanie? Oui, je voulais ajouter qu'en effet, l'équipe, Jérémy en particulier, a toujours été d'une extrême loyauté. Et donc, c'est pour ça que j'insiste
tout à l'heure sur l'importance des personnes qui portent un projet. Là, dans ton rebond, puisqu'on parle de rebond, alors c'est ce qui m'a toujours étonné avec Jérémy, c'est qu'il a toujours absolument tenu à assumer l'intégralité de l'échec. Alors qu'en fait, c'est un échec collectif, évidemment. Il n'y a pas de raison que tu battes ta coulpe et Ouais, tu c'est vrai, c'est vrai. prétendes que tout est à cause de toi. Déjà, je pense que c'est un échec, c'est aussi une réussite quelque part, puisqu'on en tire les enseignements. En plus, pour un investisseur, j'ai envie de dire, Jérémy, c'est un peu l'entrepreneur rêvé. Il a toujours été extrêmement transparent, extrêmement ouvert, toujours ouvert aux conseils, toujours très communicatif, enfin encore une fois extrêmement transparent, et jusqu'à la fin, jusqu'à la toute fin, il ne nous a jamais laissé tomber. Pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que c'est loin d'être le cas tout le temps. Il arrive souvent qu'on se fasse planter, pas très proprement par des entrepreneurs qui finalement font un peu du take the money and run. Et une fois qu'ils voient que le projet bat un petit peu de l'aile, eh bien, ils s'en vont, ils passent à autre chose et ils plantent les investisseurs qu'ils ont accueillis quelques temps plus tôt dans leur capital. Avec Jérémy, ça n'a absolument pas été comme ça. Il a toujours vraiment, il s'est accroché jusqu'au bout, il a vraiment fait le maximum possible, et je pense que ça a été vu et évidemment extrêmement apprécié de tout le collectif d'investisseurs qu'il avait convaincu de les accompagner. Et je pense que le monde est petit, il y a toujours des tas d'occasions de se revoir, même si on croit que c'est la toute dernière fois. C'est pas grâce à nous qu'aujourd'hui tu as une nouvelle vie professionnelle et que tu as pu rebondir, mais il faut jamais dire jamais, et il n'est pas exclu que demain on se recroise sur d'autres projets, et je pense que chacun a intérêt à se comporter justement comme Jérémy et à ne pas oublier que les chemins se recroisent toujours finalement. Et donc, je suis très heureuse que tu aies rebondi. Je souhaite encore beaucoup de rebonds, et, parce que tu le mérites. Et vraiment, félicitations pour les enseignements que tu as tirés de cet échec qui ne t'est évidemment pas complètement imputable. Je pense aussi qu'on a notre part de responsabilité, nous investisseurs, parce qu'un business angel, ce n'est pas seulement quelqu'un qui met de l'argent, c'est quelqu'un qui accompagne aussi l'entrepreneur. Donc, c'est quelqu'un aussi qui met un peu de baume au cœur quand ça ne va pas, mais c'est aussi quelqu'un qui est là pour développer le business avec lui, pour ouvrir son carnet d'adresses, pour donner des contacts. Et ça, je pense qu'on l'a moins fait. On l'a moins fait parce que nos vies professionnelles respectives étaient assez éloignées de ce marché. On avait convaincu d'investir parce que, même si c'était un peu un avis d'amateur, tu nous avais convaincus que c'était un marché porteur et que le projet était intéressant, mais finalement, on n'a pas tellement pu t'aider d'un point de vue business. Et c'est pour ça que je dis aussi que l'échec, il est partagé, parce qu'on n'a pas complètement joué notre rôle. Merci. Du coup, ma dernière question, c'est est-ce que vous avez une question l'un pour l'autre? Jérémy, je crois savoir que tu en as une. Oui, alors c'est amusant que du coup Stéphanie a presque amené le sujet d'elle-même. Moi, j'ai une question qui me taraudait, mais je crois que tu y as déjà plus ou moins répondu, c'est est-ce qu'il vous arrive souvent ou pas de réinvestir sur des gens qui se sont plantés, en fait? Et un peu en question, entre guillemets, c'est est-ce qu'il y a des bons et des mauvais échecs? Je ne pense pas qu'il y ait de bons et de mauvais échecs. Je pense qu'il y a des gens qui tirent les conséquences de leurs échecs et d'autres qui s'entêtent à accuser les autres. Donc, je pense que dans ton cas, si on veut dire qu'il y a de bons échecs, je pense que c'est surtout toi qui, en bon entrepreneur, as su identifier les raisons de cet échec et en tirer les enseignements. Et encore une fois, c'est loin d'être le cas tout le temps, hein. On a quand même souvent affaire à des entrepreneurs, et je pense que c'est aussi symptomatique de l'argent facile, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu, c'est assez facile de lever de l'argent, ou en tout cas de faire un premier tour de table pour mettre un pied à l'étrier. Donc, on a souvent des personnes qui ne se sont pas forcément beaucoup investies dans leur projet, qui ne se sont pas beaucoup investies financièrement,
et qui donc sont les premières à partir quand ça ne marche pas. Donc, celles-là sont les moins enclines, si je puis dire, à tirer les leçons de leur échec, tout simplement parce que elles passent à autre chose. Donc ça, oui, appelé ça un mauvais échec. D'accord. Et toi, Stéphanie, tu as une question pour Jérémy? Mais oui, moi j'aimerais bien savoir quand est-ce que tu remets le couvert, quand est-ce que tu relances, tu as des projets, si tu vas revenir nous voir. L'envie est là. L'envie est là. Moi, j'avais besoin, je te dis, de digérer les choses, en fait, simplement de prendre un peu de recul. J'avais aussi besoin de me refaire un peu financièrement. Il ne faut pas se voiler la face. Et c'est vrai que ça me fait du bien, après quelques années de galère, entre guillemets, de retrouver un poste salarié dans une startup, donc de garder cette excitation de travailler dans un truc qui bouge énormément très vite, tout en ayant le confort d'avoir un salaire. Mais effectivement, je crois que quand on met le pied à l'étrier, qu'on y prend goût, qu'on vit les choses de façon positive avec le recul, en tout cas, parce qu'il y a eu un moment où l'échec est dur, mais il y a un moment après où on se dit finalement, je n'ai pas tout planté et il y a quand même des choses qu'on peut améliorer pour la fois d'après. Donc oui, j'y retournerai. Non, je ne sais pas. J'espère très vite. J'espère très vite. Et du coup, j'ai envie de te dire à très bientôt. Bien sûr. Et bien sur ce, merci du coup à tous les deux, et merci à Jérémy aussi d'avoir rappelé l'objectif de la Falcon tout à l'heure. On va s'arrêter là et on va passer aux questions du public. Et... On va passer aux questions. Et alors, pour les questions, ce que je propose, c'est qu'on les prenne en live, du coup, puisqu'il n'y a pas eu grand-chose dans le chat. Enfin, à part Ariana, que tu viens d'en poster une, mais toi, tu es déjà en live, donc ça va être trop facile. On les prenne en live. Je vais vous faire monter sur scène en tant que modérateur. Donc, vous cliquez sur « Partager mon écran »,« Partager ma vidéo ». Et moi, je vous accepte, je suis modérateur. Et j'accepterai les gens un par un pour éviter qu'on soit… Enfin, on peut être que 5 sur scène, de toute façon. J'accepterai les personnes une par une. Et donc, Ariana, tant que tu es là, je te laisse poser ta première question. Et puis les suivants, n'hésitez pas à cliquer sur « Partager ma vidéo ». Merci beaucoup. Jérémy, oui, donc comme je l'ai posé dans le chat, qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entreprise pour aller plus vite à la réussite, on va dire? Le principal conseil qui me vient à l'esprit et qui me paraît aujourd'hui être une évidence, c'est d'essayer de ne pas écouter ses peurs. Moi, je sais que j'avais beaucoup de craintes, dont la crainte de me planter, mais pas que. J'avais très, très peur et la peur, en général, est très mauvaise conseillère. Tu fais souvent des choix par défaut et pas pour les bonnes raisons. Et ça te guide vers des voies où il ne t'arrive pas certaines choses, mais ça ne t'amène pas dans une voie où il t'arrive des trucs, justement. Enfin, la peur n'est pas là pour t'aider à avancer, elle va plus être là pour t'aider à bifurquer, à changer un petit peu de voie et c'est pas toujours dans la bonne direction. C'est vraiment le principal conseil et puis le principal apprentissage que j'ai fait de ce parcours-là. Merci. Questions, soyez pas timide. Ou des commentaires ou des remarques. Dans le chat, si vous ne voulez pas vous montrer, c'est possible aussi. Non? Pas de questions? Ah, alors, Samuel, partage ta caméra, Samuel. On te fasse monter sur scène. Alors, je ne sais pas si, Eric, tu veux que je réponde. Vas-y, réponds. Comment est-ce que tu sens mesure, alors. Allez, réponds. Alors, est-ce que j'ai été accompagné après mes liquidations? Non. Non, parce que de façon générale, je suis quelqu'un je suis assez honnête avec moi-même, en fait. Donc, je n'ai pas ressenti le besoin d'avoir quelqu'un en face pour libérer des choses, libérer une parole ou libérer des pensées. Je pense que j'étais… Hello. Je me suis pensé à tort ou à raison autosuffisant sur ma propre psychanalyse. En revanche, est-ce que j'ai fait ce travail? Oui, je l'ai fait moins. Mais accompagné, non.
compléter la réponse, Gérard, j'avais proposé 60 000 rebonds. J'avais parlé de 60 000 rebonds à Jérémy, il connaissait 60 000 rebonds. Ça s'est pas fait, mais c'est pas parce qu'il connaissait pas. J'avais fait mon travail. Vas-y, Samuel. Ah, la question que j'ai posée en chat, c'était plutôt comment T'as les le droit de surmonter. changer, hein. T'as le droit de changer de question, hein. Comment? T'as le droit de changer de question si tu veux. Non. Là, c'est la peur est mauvaise conseillère, mais comment les surmonter parfois, parce que plus facile peut-être parfois à faire à dire, pardon, qu'à faire. Voilà, Ouais. c'est ça. Mais bon, chacun a ses stratégies, j'imagine. Je pense que c'est propre à chacun, c'est vraiment ce que j'allais te dire. Alors, dans mon cas, à moi, où justement cette notion de collectif était très importante, je pense que c'est en ayant les bons associés, en étant vraiment aligné avec eux. Je pense que le fait de trouver dans les regards des gens à qui tu as confondé la société une espèce de validation de ce que tu fais, de tes idées, de tes pensées, etc., ça t'amène probablement à te libérer un petit peu de tes craintes. C'est probablement quand tu n'es pas forcément d'accord justement avec les gens qui t'entourent, que tu te remets beaucoup plus en question et que tu perds d'autant plus de temps justement dans ta tête, dans ton énergie, dans ton quotidien, à remettre en question des choses qui auraient pu être plus naturelles. Si justement tu avais une... J'avais un peu plus besoin d'une validation de mes pairs, en fin de compte. C'est clair. Sur mes actes et sur mes avancées. Ok. Ok, merci. On peut répondre à la question. c'est Antoine, si tu veux monter sur scène, Eric. n'hésite pas. Comme tu veux, Samuel, mais Antoine, si tu veux monter sur scène, n'hésite pas à partager ta vidéo, hein. Et donc, la question, tu l'as vue, Antoine, hein. Tu l'as vu, Jérémy, hein, c'est Oui. il y a eu une tentative de revente avant de fermer pour éviter la liquidation. Moi, je connais la réponse, mais c'est... Alors, ce qui remet beaucoup dans la plaie, en fait, alors des tentatives de revente, il y en a eu plusieurs, en fait, même. Alors, pour éviter la liquidation, oui et non, parce qu'en fin de compte, alors, je vais commencer par une première, une première qui n'était pas une tentative de revente pour éviter la liquidation à proprement parler, mais simplement, on a eu une proposition qui a mûri au fil du temps, hein, de quelqu'un qui était intéressé par notre technologie et par une partie de l'équipe. Alors, on a avancé dans la discussion avec cette personne parce que c'était un des chemins possibles pour maintenir Attentive Ads et lui trouver un avenir, effectivement. Malgré tout, il y a des choses qui n'allaient pas dans la bonne direction, en tout cas en ce qui me concerne, à savoir que c'est des gens qui étaient plus intéressés par l'équipe technique et par l'outil, la techno à proprement parler qu'on avait développé. Alors que moi, dans mon envie d'entreprendre, j'avais un fantasme aussi de conserver, de protéger mes équipes. Donc, pour être très clair et beaucoup plus cash que ce que j'ai été à l'instant, si c'était juste pour sauver ma peau et la techno qu'on avait développée, ça ne m'intéressait pas énormément. En tout cas, ce n'était pas pour moi une solution pour éviter la liquidation. C'était peut-être même d'ailleurs une autre occasion de m'enfermer dans ce projet tout seul, alors que ce n'était pas le but. Donc, le rachat ne s'est pas fait sur cette première proposition et tant mieux parce qu'effectivement, pour moi, ce n'était pas satisfaisant. On a eu d'autres propositions par la suite aussi. Je vais juste peut-être finir par la dernière qu'on a eue où en fin de compte, on a discuté avec quelqu'un qui, au fil des discussions, s'est rendu compte qu'il avait peut-être plus intérêt à nous laisser mourir et aller récupérer les choses au tribunal une fois que la société était liquidée. Donc, ça nous a maintenu en vie quelques temps parce qu'il nous a permis de renflouer un petit peu les caisses en nous achetant des prestations, en nous faisant perdurer un petit peu. Mais il y a eu au bout d'un moment de son côté un raisonnement qui consistait à dire que peut-être que si j'attends la liquidation à proprement parler, je vais pouvoir aller récupérer la techno pour une bouchée de pain au tribunal et je vais pouvoir récupérer Jérémy qui sera à genoux à ce moment-là, peut-être pour une bouchée de pain aussi. Il se trouve que moi, une fois que j'ai dû licencier, me séparer des différentes personnes qui constituent encore le projet à la fin, j'avais plus une envie folle de rester sur ce truc-là, quoi. Je trouve que c'était le moment aussi de tourner la page et d'aller sur d'autres choses. Ok, merci Jérémy. Je vois pas d'autres questions. Et le temps passe. Je propose qu'on arrête là pour les questions.
avec une petite chance au tirage, une chance au grattage, une chance au tirage. Vous allez voir, c'est au tirage au sort, littéralement. On va passer dans la dernière partie de la soirée. Vous avez sur votre gauche un petit bouton réseautage. Donc, cliquez pas encore tout de suite dessus. Je vous explique comment ça marche. Donc, vous allez aller dessus quand je vous dirai. Et puis, vous aurez un petit bouton join meeting ou je ne sais pas ce que c'est le petit bouton. Il y a un bouton au milieu de l'écran. Et quand vous cliquez sur ce bouton-là, vous allez être appairé, donc une paire de deux, au hasard avec une autre personne qui a appuyé sur le bouton. Vous allez avoir 3 minutes pour faire connaissance et pour papoter. Attends, je vois Gérard qui veut monter sur scène. On est obligé de laisser monter Gérard sur scène. Donc, je finirai après. Attends, ouais, attends. Peut-être qu'il y avait une question, un remords, un commentaire. J'ai dû accepter. Bon, ça n'a pas l'air de marcher. Bon, Gérard, si tu as essayé de monter sur scène, il s'est passé quelque chose qui fait que ça n'a pas marché quand je t'ai accepté. Donc, vous allez être mis en paire de deux, quoi. Et vous aurez 3 minutes pour vous parler. Vous pourrez prolonger la durée si vous voulez. Vous pourrez échanger vos coordonnées pour pouvoir vous parler plus tard. Et voilà, et c'est du random. Alors, on prend la dernière question d'Antoine. Tu réponds en 1 minute, du coup, Jérémy, et après, on va tous sur réseautage. Alors, je vais être très direct sur les banques partenaires sans casser du sucre sur le dos des banques. Pour autant, moi, je me suis levé un matin vers la fin. Notre ligne de crédit, enfin, notre découvert autorisé était supprimé par la banque, en fait. Donc, c'est déjà un message assez fort, hein. Notre société a duré quelques années. Les banques ne sont pas là pour jouer ou pour investir ou pour accompagner les entrepreneurs, hein. J'ai pas le sentiment là, en tout cas. Donc peut-être que c'était pas la bonne banque, parce que c'était pas un partenaire à proprement parler, ou peut-être que c'est juste comme ça, mais non, c'était pas une solution du tout dans cette situation-là. Ok, merci. Allez, je vous propose qu'on aille dans réseautage et on se retrouve peut-être si le hasard fait qu'on se rencontre. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée.